Ma petite amie m'a envoyé un message, je suis chez ma mère, ne m'attends pas, mais la localisation de sa montre connectée disait le contraire, un bar d'hôtel à plusieurs kilomètres. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas posé de questions, j'ai simplement envoyé les captures d'écran à sa mère. L'appel affolé qui a suivi était absolument hilarant. Cela s'est passé au cours de l'année passée et vient juste de se conclure la semaine dernière avec sa condamnation. Je suis encore en train de tout digérer, mais j'ai pensé que Reddit apprécierait. Une aventure absolument folle du début à la fin. Moi, 29 ans, homme, je vis à Denver. Je suis parti de rien, absolument rien. J'ai grandi dans des logements sociaux avec ma mère célibataire qui travaillait à 3 emplois différents juste pour mettre de la nourriture sur notre table. Je n'ai jamais connu mon père, il a disparu quand j'avais 2 ans. J'ai intégré l'université du Colorado avec une bourse d'études complète, j'ai vécu de nouilles instantanées et de pure détermination pendant 4 ans. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude en finance, sans aucune dette. L'ascension n'a pas été facile, j'ai passé mes étés universitaires à travailler sur des chantiers pendant la journée et comme agent de sécurité la nuit juste pour payer les manuels scolaires et les besoins de base. Pendant que les autres étudiants faisaient la fête et profitaient de la vie universitaire, j'étudiais jusqu'à 2 heures du matin et je me levais à 6 heures pour travailler, mais cela a payé. J'ai obtenu mon poste actuel dès la sortie de l'université et je grimpe les échelons depuis. Je fréquente Jessica, 27 ans, depuis 2 ans et demi. Je l'ai rencontrée lors d'un événement de réseautage professionnel au centre-ville, elle travaillait comme coordinatrice en marketing numérique pour une petite agence créative, gagnant peut-être 38 000 $ par an. Je mets ce titre de poste entre guillemets, car j'ai découvert plus tard que ses principales responsabilités consistaient à publier du contenu Instagram pour de petites entreprises et à commander des déjeuners traiteurs pour les réunions avec les clients. Jessica incarnait l'exigence et le luxe dès notre premier rendez-vous, elle avait toujours besoin du dernier sac à main de créateur, de dîners coûteux dans les restaurants les plus branchés et de week-ends à Aspen ou Vail. Au début, cela ne me dérangeait pas du tout, avoir grandi dans la pauvreté faisait que gâter ma petite amie me semblait être la preuve concrète que j'avais vraiment réussi dans la vie. Elle a emménagé dans mon loft du centre-ville après 8 mois parce que sa colocation était devenue complètement invivable et toxique, en clair elle ne pouvait pas payer sa part du loyer à Denver avec son maigre salaire. Avec le recul, les signaux d'alarme étaient pratiquement des néons dès le début, mais je les ai ignorés comme un idiot aveuglé par ce que je pensais être de l'amour. Jessica ne contribuait jamais financièrement à rien dans notre relation, ni aux courses, ni aux factures, ni aux abonnements, ni même à ses propres affaires personnelles. Elle avait toujours des excuses élaborées et touchantes, du type « j'économise désespérément pour le mariage de destination de mon cousin au Mexique » ou « mes remboursements de prêts étudiants écrasent complètement mon budget » ou encore « j'ai eu une réparation de voiture imprévue qui a vidé mes économies ». J'ai payé chaque dépense, parce que je croyais sincèrement que c'est ce que font les hommes qui réussissent et aiment leur partenaire. Elle avait une façon incroyablement manipulatrice de faire passer chaque dépense comme une responsabilité commune, tout en s'assurant que c'était toujours moi qui finissais par payer. Chérie, on devrait vraiment faire des courses pour la semaine, mais c'était toujours ma carte bancaire à la caisse, on doit absolument essayer ce nouveau steakhouse dont tout le monde parle, mais c'est moi qui réglais l'addition de 100 $, on devrait mettre à jour notre compte Netflix pour toutes les options premium, tu commences à voir le schéma épuisant. Sa famille me traitait comme leur distributeur automatique personnel dès notre première rencontre. Sa mère Linda, 49 ans, faisait constamment des remarques sur le fait que j'étais accompli et prospère et sur la chance incroyable que Jessica avait de trouver un soutien fiable si jeune. Son frère cadet Kyle, 25 ans, était un influenceur en herbe sans emploi vivant dans le sous-sol de leur mère, convaincu que ses investissements en crypto-monnaie le rendraient riche du jour au lendemain, malgré l'absence totale de revenus. Jessica me culpabilisait régulièrement pour que je lui prête de l'argent, juste 150 $ pour l'assurance de sa voiture, ou « peux-tu lui avancer 200 $ pour sa facture de téléphone ?» somme que je n'ai jamais revue malgré de multiples promesses. Jessica elle-même affichait un comportement de chercheuse d'or typique déguisée en petite amie aimante, elle boudait sincèrement et me faisait la tête quand je suggérais de cuisiner à la maison plutôt que de sortir dans des restaurants chers, elle devenait vraiment contrariée et lançait des disputes si j'achetais des produits de marque distributeur plutôt que des marques renommées, elle oubliait mystérieusement son portefeuille chaque fois que nous allions dans un endroit où il fallait payer. Des cafés aux grands magasins en passant par les stations-service. La relation physique était, il faut l'admettre, fantastique, et elle savait exactement comment jouer le rôle de la partenaire aimante et attentionnée quand cela servait ses intérêts. « Tu travailles tellement dur mon chéri, tu mérites absolument de belles choses », disait-elle juste avant de suggérer que nous réservions un long week-end coûteux dans la vallée de Napa, ce qui m'aurait coûté près de 4 000 $. Au cours du mois dernier, son comportement est devenu de plus en plus suspect et secret,
Elle vérifiait constamment son téléphone et cachait rapidement l'écran quand je passais à côté, prenait des appels mystérieux dans une autre pièce en parlant à voix basse. Restait tard au bureau pour des événements de réseautage importants qui semblaient se produire chaque vendredi soir sans exception. Lorsque je lui demandais simplement comment s'était passée sa journée ou comment se passait le travail, elle me donnait ses réponses frustrantes et vagues à propos de sessions de stratégie client, de rencontres dans le secteur et d'ateliers de développement professionnel. Pour quelqu'un dont la principale responsabilité professionnelle était de publier du contenu sur des plateformes de réseaux sociaux, elle semblait avoir un nombre inhabituellement élevé d'obligations professionnelles mystérieuses en soirée. Mais malgré tous ces signaux d'alarme, je lui faisais entièrement confiance comme un parfait imbécile, je croyais réellement chacun de ses mensonges. Ce vendredi soir a complètement changé ma vie. Vers 18h30, Jessica m'a informé calmement qu'elle allait rendre visite à sa mère parce que Linda traversait une grave détresse émotionnelle et une forte anxiété et qu'elle avait désespérément besoin du soutien immédiat de sa famille. Rien dans tout cela ne semblait inhabituel ou suspect, Jessica adorait jouer le rôle de la fille dévouée et attentionnée, surtout lorsque cela l'excusait opportunément de contribuer aux frais du dîner ou d'aider aux tâches ménagères de l'appartement. J'étais vraiment ravi à l'idée d'avoir enfin une soirée rien que pour moi, j'ai commandé de la bonne cuisine chinoise à emporter dans mon restaurant préféré, je me suis installé confortablement dans mon fauteuil de jeu haut de gamme et je me suis préparé pour de longues sessions de jeux vidéo. Mon ancien camarade d'université était en ligne et nous avions prévu de nous attaquer à des campagnes coopératives difficiles que nous repoussions depuis des semaines. Environ une heure après le début d'une partie intense, j'ai eu besoin d'aller chercher mon chargeur de téléphone dans la chambre pour alimenter ma manette. C'est alors que j'ai remarqué l'iPad de Jessica posé sur la table de nuit, du côté de son lit. Elle l'avait complètement oublié, ce qui ne lui ressemblait pas du tout, puisque cet appareil coûteux était pratiquement greffé à ses mains. Elle passait toujours des heures à faire défiler Instagram et TikTok, à naviguer sur des sites de shopping en ligne ou à regarder des vidéos sans fin. L'écran était encore allumé, affichant l'interface de l'application localisée. Elle l'avait utilisé plus tôt dans l'après-midi pour retrouver ses AirPods qu'elle semblait perdre au moins 2 fois par semaine. Juste là, bien en évidence sur l'écran lumineux, se trouvait la localisation de son Apple Watch, montrant en temps réel le Grand Hyatt Hotel au centre-ville de Denver, avec l'indicateur d'étage précisant qu'elle se trouvait dans leur célèbre bar sur le toit. Ce n'était certainement pas la modeste maison de banlieue de sa mère, située à 32 km de là. Mon hypothèse rationnelle initiale était qu'elle s'était simplement arrêtée quelque part sur le chemin pour aller chez sa mère, peut-être pour acheter des courses ou des médicaments, ou peut-être qu'elle rencontrait quelqu'un rapidement avant de poursuivre son trajet. Mais lorsque j'ai vérifié à nouveau la localisation 30 minutes plus tard, elle montrait exactement le même endroit. Une autre heure entière s'est écoulée, et toujours la même localisation, sans aucun mouvement. À ce stade, j'aurais pu l'appeler immédiatement pour exiger une explication, j'aurais pu sauter dans ma voiture et foncer en centre-ville pour confronter la situation. Mais quelque chose au fond de moi m'a dit d'aborder tout cela de manière plus stratégique et prudente. Si elle mentait délibérément sur sa véritable destination, je voulais découvrir toute la vérité avant qu'elle n'ait la possibilité de fabriquer une excuse élaborée et convaincante. Alors, au lieu de réagir émotionnellement, j'ai pris une capture d'écran claire de l'affichage de la localisation, j'ai utilisé l'outil de marquage pour entourer bien en évidence le nom de l'hôtel et je l'ai envoyé directement à sa mère avec un message détaché. On dirait qu'elle s'est complètement laissée distraire en route pour venir te voir, j'espère que tu te sens beaucoup mieux ce soir. La réponse de Linda a été absolument instantanée et choquante, 3 appels manqués consécutifs en exactement 2 minutes. Lorsque j'ai enfin répondu à sa 4e tentative frénétique, elle semblait complètement déconcertée et confuse. « Mais de quoi parles-tu ? Je vais parfaitement bien ce soir, je n'ai même pas parlé à Jessica depuis mardi après-midi quand elle m'a appelé spécifiquement pour me demander de l'argent pour le paiement mensuel de sa voiture. » Je lui ai expliqué en détail toute la situation étrange, la destination annoncée par Jessica pour la soirée, l'iPad oublié par hasard, la localisation montrant clairement l'hôtel du centre-ville coûteux au lieu de la maison de Linda. La confusion initiale de Linda s'est transformée en pure et vive colère en quelques secondes, cette petite manipulatrice menteuse elle commença à parler avec colère puis se retint et se maîtrisa, « Je vais m'occuper personnellement de cette situation immédiatement, ne t'inquiète de rien », elle raccrocha brusquement avant que je puisse poser la moindre question supplémentaire. En exactement 20 minutes, mon téléphone s'est mis à exploser littéralement d'activité frénétique, Jessica appelait sans cesse et désespérément, envoyait des messages textes de plus en plus paniqués, puis rappelait encore et encore. J'ai délibérément ignoré absolument tout et j'ai continué ma session de jeux vidéo, même si la concentration réelle était devenue totalement impossible. Ces messages sont passés d'un ton décontracté et amical à une panique totale avec une rapidité remarquable. « Salut chérie, maman se sent tellement mieux maintenant, je rentre bientôt, pourquoi tu ne me réponds pas, est-ce que tout va bien,
s'il te plaît réponds à ton téléphone tout de suite, je peux tout expliquer parfaitement, ce n'est vraiment pas ce que tu crois, je te le promets, s'il te plaît décroche ton téléphone maintenant, c'est urgent. J'ai délibérément éteint complètement mon téléphone vers 23 heures, refusant de gérer sa manipulation. Quand je l'ai rallumé à minuit, les dégâts étaient considérables, 41 appels manqués, 73 messages textes de plus en plus frénétiques et 14 messages vocaux d'une désescalade progressive vers le désespoir. Le dernier message vocal la montrait sanglotant hystériquement devant la porte de notre appartement, expliquant pitoyablement qu'elle avait oublié ses clés et qu'elle avait désespérément besoin que je lui ouvre. J'ai regardé prudemment par le judas de la porte, elle se tenait là dans le couloir, son maquillage complètement détruit et coulant sur son visage, vêtue d'une robe rouge carmin extrêmement serrée et révélatrice qui coûtait probablement bien plus que mon paiement hypothécaire mensuel complet, ce qui n'était absolument pas une tenue appropriée pour réconforter une mère prétendument malade et en détresse. J'ai ouvert la porte de l'appartement juste assez pour croiser son regard et j'ai déclaré fermement et clairement, « Tes affaires seront entièrement emballées demain matin, nous avons complètement terminé. » Puis j'ai immédiatement refermé et verrouillé la porte avec le peigne dormant. Les hurlements violents et les coups agressifs qui ont suivi ont probablement réveillé et dérangé la moitié des résidents endormis de notre immeuble. Elle frappait la porte avec ses 2 poings en criant fort que j'étais complètement irrationnel et paranoïaque et que je détruisais tout ce qui était bien pour absolument rien. Je me suis calmement mis mes écouteurs anti-bruit et je me suis installé dans la chambre d'amis pour la nuit, c'était honnêtement le meilleur et le plus paisible sommeil que j'avais eu depuis de nombreux mois. Le samedi matin, je me suis réveillé vers 8 heures pour découvrir que Jessica avait en réalité passé toute la nuit assise contre la porte de notre appartement comme une personne obsédée et dérangée. Notre responsable d'immeuble se tenait là dans le couloir, visiblement mal à l'aise et embarrassée. Quand j'ai ouvert la porte, Jessica est littéralement tombée en arrière dans l'appartement comme un sac de pommes de terre. Plusieurs résidents de l'immeuble avaient déposé des plaintes officielles pour nuisances sonores. Le responsable m'a expliqué en ajustant nerveusement son clipboard officiel que le couple âgé de l'appartement 3B avait signalé que les cris et les coups avaient continué bien après 3 heures du matin. Je me suis sincèrement excusé auprès du responsable, je me sentais absolument terrible que des personnes complètement innocentes aient dû subir ce drame ridicule, puis j'ai aidé Jessica à se relever et je lui ai calmement dit qu'elle avait exactement 2 heures pour faire ses bagages essentiels et quitter définitivement mon appartement. C'est alors que sa véritable personnalité est enfin apparue derrière le masque. Au lieu de montrer le moindre remords ou de tenter des explications raisonnables, elle est devenue totalement incontrôlable. « Tu m'as complètement et totalement humilié en public », hurla-t-elle à plein poumon, sa voix gravement enrouée par des heures de cris continus. Ma mère m'a appelé 58 fois, elle est même venue à l'hôtel et a créé une scène énorme et embarrassante devant tout le monde. Tu te rends compte à quel point c'était absolument humiliant pour moi. Je la regardais simplement, totalement incrédule, l'audace et le sentiment de droit étaient absolument stupéfiants. Tu as délibérément menti sur ta véritable localisation, répondis-je aussi calmement que possible. Je ne faisais rien d'inapproprié ou de mal, je dînais simplement de façon parfaitement innocente avec des collègues de travail. Quels collègues spécifiques? Silence total. Ces collègues étaient-ils des hommes ou des femmes? Silence encore plus gêné. Et pourquoi aurais-tu besoin de fabriquer ta localisation si cette réunion était parfaitement innocente? Cette seule question déclencha son changement tactique plus vite qu'un politicien chevronné en pleine campagne électorale. Elle activa immédiatement le mode grande eau, larmes de crocodile, sanglots dramatiques et exagérés, la routine complète de la victime. Tu es incroyablement contrôlant et possessif, se lamenta-t-elle de façon pathétique et théâtrale. Je ne peux même pas socialiser normalement sans que tu suives et surveilles chacun de mes moindres mouvements, cela constitue une manipulation et un abus émotionnel grave. J'ai calmement récupéré mon téléphone et affiché l'historique complet de nos 2 ans et demi de messages pour qu'elle le consulte. Durant toute notre relation, je ne lui avais jamais interdit d'aller où que ce soit ou de faire quoi que ce soit, je ne lui avais jamais demandé de se signaler ou de donner des nouvelles, jamais questionné ses projets ou activités. J'ai toujours eu une approche très détendue et confiante des relations. Les adultes devraient avoir une liberté et une indépendance totale. La seule raison pour laquelle j'ai découvert ta véritable localisation, c'est parce que tu as négligemment laissé ton iPad, l'informai-je de façon factuelle. Mais tu as délibérément impliqué ma mère dans cette situation privée, cria-t-elle en m'accusant. J'ai envoyé à ta mère une simple capture d'écran prouvant que tu n'étais pas à l'endroit que tu avais indiqué. Tout ce qui s'est passé ensuite relevait entièrement de son choix et de sa réaction personnelle. Elle a désespérément essayé de me pousser pour aller vers notre chambre, mais j'avais déjà complètement remplacé la serrure de cette porte à 6 heures du matin pendant ma nuit blanche. Toutes ses affaires personnelles étaient soigneusement emballées dans de grands sacs poubelles noirs dans le salon, vêtements, cosmétiques de luxe, bijoux et de nombreux articles coûteux que j'avais stupidement achetés pour elle au cours de notre relation. La crise émotionnelle complète qui a suivi fut véritablement spectaculaire à voir.
elle m'a traité de tous les noms imaginables, a déclaré que je regretterais profondément d'avoir perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée et a affirmé que je détruisais la plus grande relation de ma vie. Puis est venue sa menace juridique prévisible, tu ne peux absolument pas simplement m'expulser comme ça, je réside ici légalement, j'ai établi des droits de locataire légitimes selon la loi du Colorado. C'était techniquement exact, elle avait effectivement établi une résidence légale depuis plus de 18 mois, mais voici ce qu'elle n'avait pas réalisé ou pris en compte, notre bail actuel expirait exactement dans 2 semaines et seul mon nom figurait comme locataire officiel. Tu as absolument raison là-dessus, répondis-je, souriant sincèrement pour la première fois depuis 12 heures, c'est précisément pourquoi je te remets un avis légal écrit indiquant que je refuse de renouveler le bail avec toi comme colocataire. Je lui ai remis la documentation légale officielle que j'avais recherchée et imprimée ce matin-là, son expression faciale était absolument inestimable, comme si elle réalisait soudainement qu'elle n'était pas aussi intelligente ou manipulatrice qu'elle l'avait toujours cru. Elle rassembla ses sacs et partit en tempêtant, mais pas avant de lancer une dernière menace prévisible, Kyle te fera payer cher pour ça. Kyle, son frère cadet totalement sans emploi qui se croyait intimidant à cause de ses nombreux tatouages faciaux et de son abonnement coûteux à une salle de sport qu'il ne pouvait pas réellement se permettre. Merci de lui dire que je serai à mon centre de remise en forme lundi matin à 6 heures comme d'habitude, répondis-je calmement. Elle claqua la porte de l'appartement avec une telle force qu'elle fissura le cadre en bois massif. Le samedi après-midi, alors que je nettoyais à fond tout l'appartement, processus incroyablement thérapeutique de jeter les affaires oubliées de quelqu'un, j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro local inconnu, c'est le petit ami de Jessica. Ex-petit ami depuis hier soir, qui est à l'appareil. Ici le chef barman du Grand Hyatt du centre-ville, écoutez, je ne devrais probablement pas passer cet appel, mais ce qui s'est passé hier soir était vraiment grave et je pensais sincèrement que vous méritiez de connaître toute la vérité. Mon estomac est immédiatement tombé, que s'est-il exactement passé là-bas? Votre ex-petit ami était ici avec un homme d'affaires plus âgé, portant un costume extrêmement coûteux, ils étaient littéralement collés l'un à l'autre toute la soirée, s'embrassaient passionnément juste devant mon bar, ses mains se promenant partout. Puis cette femme plus âgée furieuse est soudainement apparue et est devenue absolument hystérique, elle a commencé à crier très fort sur sa fille menteuse et sans valeur et a réellement jeté plusieurs verres directement sur eux deux, la sécurité a dû physiquement expulser les 3 personnes des lieux. Mon Dieu, mais ce n'était pas leur première visite là-bas, absolument pas, même pas proche, elle vient religieusement chaque vendredi soir depuis environ 2 mois, toujours avec le même homme plus âgé, toujours payant exclusivement avec ses cartes de crédit haut de gamme, agissant toujours comme si elle possédait personnellement tout l'établissement, extrêmement impolie et condescendante envers tout mon personnel, ne laissant jamais de pourboire décent malgré le fait de commander les articles les plus chers. Je me souviens d'elle spécifiquement parce qu'elle commandait systématiquement nos cocktails artisanaux les plus chers, puis se plaignait bruyamment qu'ils n'étaient pas assez forts à son goût. J'ai remercié sincèrement le barman et j'ai raccroché, la tête complètement en vrac. 2 mois entiers, chaque vendredi soir sans exception, toutes ces nombreuses occasions où elle prétendait avoir d'importantes obligations professionnelles ou des soirées entre filles où aider sa mère avec divers supposées urgences et problèmes, mais la bombe dévastatrice est arrivée dimanche matin quand Linda m'a appelé directement, nous devons absolument nous rencontrer immédiatement, j'ai des informations cruciales que tu dois entendre tout de suite. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme près de son quartier résidentiel en banlieue, Linda paraissait complètement épuisée et furieuse à parts égales. Elle a fait glisser en silence une épaisse pochette en carton manie sur notre petite table sans rien dire au début, j'ai mené des recherches et une enquête approfondie après les événements de vendredi soir, commença-t-elle sérieusement, l'homme avec qui Jessica était s'appelle Richard Blackwood, c'est le directeur financier de Henderson & Associates, cette grande société de comptabilité du centre-ville de Denver, il est marié et père de 2 jeunes enfants, gagnant environ 420 000 $ par an plus des primes substantielles. Mon sang s'est glacé, comment as-tu réussi à découvrir toutes ces informations détaillées? Parce que j'ai contacté directement sa femme via les réseaux sociaux, j'ai trouvé son profil Facebook personnel, lui ai expliqué exactement ce que j'avais vu à l'hôtel, il s'avère qu'elle était de plus en plus méfiante depuis plusieurs mois, son mari travaillait soi-disant en heures supplémentaires chaque vendredi soir, rentrant tard à la maison en sentant distinctement le parfum coûteux et les établissements de luxe. Linda a soigneusement ouvert la pochette épaisse, révélant de nombreux emails imprimés, des relevés bancaires détaillés et des reçus de cartes de crédit. Mais voici la partie vraiment choquante et dévastatrice, Richard a systématiquement détourné des sommes substantielles des comptes clients de son entreprise, spécifiquement pour financer cette liaison élaborée. On parle ici d'une somme considérable, territoire de crime fédéral avec peine de prison obligatoire. J'ai soigneusement examiné les documents accablants étalés devant moi, Jessica et Richard avaient vécu absolument dans le luxe avec des fonds complètement volés, repas coûteux dans des établissements 5 étoiles,
week-end luxueux dans des complexes exclusifs à Aspen et Scottsdale, virées shopping élaborées dans des boutiques haut de gamme et grands magasins, tout financé systématiquement par de l'argent volé directement à des comptes de retraite et des investissements d'entreprise. Pourquoi me partages-tu toutes ces informations sensibles? L'expression de Linda s'est durcie avec une fureur maternelle, parce que ma fille a systématiquement dit à tout son cercle social que tu étais financièrement contrôlant et émotionnellement abusif tout au long de votre relation, que tu manipulais délibérément son argent et que tu l'isolais de ses amis et de sa famille. Elle se présente activement comme la victime innocente tout en te dépeignant comme une sorte de monstre manipulateur. Je refuse absolument de la laisser détruire ta réputation tout en couvrant son propre comportement criminel. Elle m'a montré sur son téléphone les différents comptes de réseaux sociaux de Jessica, de nombreuses stories Instagram sur le fait de se redécouvrir après avoir échappé à une toxicité sévère et enfin apprendre à respirer librement après des années de contrôle. Les commentaires débordaient de soutien d'amis m'accusant d'être contrôlant et manipulateur tout en louant son prétendu courage incroyable. J'ai littéralement éclaté de rire devant l'absurdité, elle était totalement engagée dans ce rôle élaboré de victime. Oh mon chéri, dit Linda avec une détermination sombre, elle n'a absolument aucune idée de ce que signifie être une véritable victime. Puis le lundi matin est arrivé et Kyle m'attendait comme prévu sur le parking de ma salle de sport. Il n'était pas venu seul, il avait amené 2 de ses amis qui se prenaient pour des durs, les 3 portant des sweats à capuche assortis avec une marque de boisson énergisante, essayant désespérément de paraître intimidant et menaçant. Au lieu de me confronter à leur tentative d'intimidation évidente et pathétique, je suis allé directement et avec assurance à la réception. Bonjour, ai-je dit poliment au gérant de la salle, ces 3 individus qui traînent sur le parking sont là spécifiquement pour me causer des ennuis à propos d'un différend personnel, pouvez-vous gérer cette situation correctement? Le gérant a regardé dehors à travers les grandes fenêtres et a hoché la tête immédiatement avec compréhension. Absolument, j'appelle la police tout de suite, nous avons une politique de tolérance zéro pour ce type de comportement ici. Lorsque les policiers locaux sont arrivés sur les lieux, Kyle et sa bande avaient compris qu'ils étaient totalement dépassés et ont tenté de quitter précipitamment les lieux. Malheureusement pour eux, il était bien trop tard. Les agents ont vérifié toutes leurs identités dans le système et ont découvert que Kyle avait plusieurs mandats d'arrêt en cours pour infraction routière impayée et accusation de possession de drogue. Il a été immédiatement arrêté là, sur le parking, devant de nombreux témoins. Mais le véritable feu d'artifice a commencé le mardi matin lorsque le monde soigneusement construit de Jessica a vraiment commencé à s'effondrer. La femme méfiante de Richard avait contacté directement le FBI avec des preuves substantielles de détournement de fonds qu'elle avait discrètement accumulées lorsque les agents fédéraux ont mené une perquisition complète chez Henderson & Associates. Ils ont découvert absolument tout, factures falsifiées, paiements systématiquement redirigés, dossiers financiers complètement modifiés. Richard a été arrêté de manière spectaculaire à son bureau, devant tous ses collègues et clients professionnels choqués. Mais la stupidité et le sentiment d'impunité de Jessica ont atteint des sommets absolument inédits lorsqu'elle a tenté de négocier directement avec les enquêteurs fédéraux. Selon Linda, qui avait appris ces détails par l'épouse dévastée de Richard, Jessica avait en réalité appelé le bureau local du FBI en prétendant n'être qu'une innocente victime systématiquement manipulée par Richard. Elle avait osé proposer un témoignage contre lui en échange d'une immunité totale contre toute poursuite, sans apparemment réaliser que ses empreintes digitales figuraient littéralement sur tous les aspects des crimes financiers. La vérité était que Jessica n'avait pas seulement été la maîtresse, elle avait été une participante criminelle active et volontaire dès le tout début. Elle avait personnellement aidé à créer de faux comptes fournisseurs, signé de nombreux documents frauduleux et même utilisé son expertise en réseaux sociaux pour créer de faux sites d'entreprises convaincants qui justifiaient l'argent volé auprès des auditeurs. Les agents du FBI ont littéralement ri de sa demande ridicule d'immunité et l'ont arrêté ce même jour. Mais le sentiment d'impunité de Jessica a atteint son apogée lorsqu'elle a utilisé son unique appel téléphonique autorisé pour me contacter directement. S'il te plaît, tu dois me payer la caution immédiatement, c'est complètement un malentendu, je peux tout expliquer parfaitement si tu veux bien écouter. Absolument pas, en aucun cas. Que veux-tu dire par non, je suis toujours ta petite amie. Ex-petite amie depuis samedi matin, et je ne paie jamais la caution de criminels fédéraux, en aucun cas. Je te rendrai absolument tout. Je ferai absolument tout ce que tu veux, s'il te plaît, je t'aime désespérément. J'ai immédiatement mis fin à l'appel et bloqué définitivement son numéro. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu la vie entière de Jessica s'effondrer de manière spectaculaire grâce à Linda qui continuait de me fournir des mises à jour détaillées, estimant que je méritais absolument de voir la justice être pleinement rendue. Jessica a finalement été libérée sous caution en utilisant le compte de retraite entièrement liquidé de sa mère, mais les conditions imposées par le tribunal étaient absolument brutales et restrictives, assignation à résidence totale avec bracelet électronique, interdiction totale d'accès à Internet, interdiction absolue de tout contact avec Richard ou quiconque lié à l'affaire fédérale en cours.
Elle était essentiellement piégée comme une prisonnière dans sa chambre d'adolescente, comme une gamine punie. Les crimes financiers n'étaient que la partie émergée d'un énorme iceberg. L'enquête complète du FBI a révélé un vaste réseau de fraude sophistiquée qui fonctionnait depuis plus d'1 an. Richard n'avait pas seulement volé de l'argent pour financer sa liaison, il menait systématiquement un système de Ponzi élaboré utilisant de nombreux investissements clients. On parle ici de 2 400 000 $ volés directement à des retraités, des petites entreprises et des familles économisant désespérément pour l'éducation universitaire de leurs enfants. Le rôle de Jessica dans cette entreprise criminelle était bien plus important qu'il n'y paraissait initialement aux enquêteurs. Elle utilisait habilement son expertise en réseaux sociaux pour créer de fausses opportunités d'investissement, attirant systématiquement des victimes innocentes par des campagnes publicitaires sur Instagram et Facebook. Son image soigneusement construite d'influenceuse lifestyle donnait une parfaite légitimité à l'apparence professionnelle de l'escroquerie. Mais absolument, la partie la plus satisfaisante de toute cette situation, c'est que Jessica a tenté désespérément de tout me mettre sur le dos dans sa déclaration sous serment aux enquêteurs fédéraux. Elle a affirmé que je l'avais systématiquement contrainte à participer au plan criminel parce que j'étais financièrement contrôlant et abusif, et que je l'avais menacée à plusieurs reprises de l'abandonner complètement à moins qu'elle ne m'aide à générer plus d'argent pour notre mode de vie. Elle s'est présentée comme une victime sans défense forcée à des activités criminelles par son petit ami manipulateur et contrôlant. Les agents du FBI ont fait exactement ce qu'on attend de professionnels, ils ont minutieusement et complètement enquêté sur chacune de ces affirmations, examinant en détail nos relevés téléphoniques complets, relevés bancaires détaillés, historiques de messages sur les réseaux sociaux, absolument tout ce qui était disponible. Ce qu'ils ont découvert était exactement l'opposé de son histoire inventée, des documents étendus montraient clairement que j'avais personnellement financé absolument tout dans notre relation depuis le premier jour, des centaines de messages documentant ses demandes constantes d'argent, d'articles de luxe, de voyages coûteux et d'expériences haut de gamme, aucune preuve de contrôle financier, de coercition ou d'abus. En réalité, les preuves montraient clairement que c'était moi qui avais systématiquement subi un abus financier tout au long de notre relation. Jessica avait méthodiquement vidé mes ressources financières tout en menant son entreprise criminelle dans mon dos. Les enquêteurs fédéraux étaient tellement choqués par ses mensonges flagrants et sa manipulation qu'ils ont ajouté des accusations supplémentaires de parjure et d'entrave à la justice à son dossier criminel déjà lourd. Mais Jessica n'en avait pas fini, rendant sa situation encore exponentiellement pire pour elle-même 3 mois après l'arrestation spectaculaire de Jessica. Ma vie n'avait jamais été aussi bonne ni aussi réussie. J'ai reçu une promotion substantielle au travail qui incluait une augmentation de salaire de 45 000 $ et des options sur actions. J'ai commencé à fréquenter une femme absolument incroyable nommée Sarah, infirmière pédiatrique dévouée, intelligente, totalement indépendante, qui paie toutes ses propres dépenses et ne vole pas des millions de dollars pour financer des liaisons secrètes avec des hommes mariés. J'avais également coopéré activement avec le FBI en tant que témoin clé dans l'affaire criminelle fédérale contre Jessica et Richard. Leur stratagème élaboré avait systématiquement dévasté de nombreuses personnes et familles innocentes, et les procureurs étaient déterminés à garantir les peines maximales possibles pour les 2 accusés. C'est à ce moment-là que Jessica a fait sa dernière et plus désespérée tentative de manipulation. Elle avait été libérée sous caution en attendant son procès fédéral et, apparemment, son avocat commis d'office lui avait expliqué brutalement à quel point sa situation juridique était grave et sans espoir. Les crimes financiers fédéraux entraînent des peines de prison obligatoires extrêmement sévères, au minimum 12 à 18 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Richard risquait encore plus de temps en tant que cerveau identifié de l'opération. Le mardi soir, Linda m'a appelé avec une évidente détresse dans la voix. « J'ai besoin de te demander une faveur énorme, Jessica veut désespérément te voir une dernière fois. » « Absolument pas, en aucun cas. »« S'il te plaît, écoute-moi juste une minute. » Elle fait face à une peine de prison fédérale sérieuse. Son avocat dit que si elle peut d'une manière ou d'une autre démontrer au tribunal qu'elle était piégée dans une relation abusive, que tu contrôlais systématiquement ses finances et que tu la menaçais, cela pourrait grandement l'aider lors de son audience de détermination de peine. J'ai ri sincèrement devant l'absurdité, donc elle veut que je commette un parjure en mentant aux enquêteurs fédéraux spécifiquement pour réduire sa peine de prison. Elle est complètement désespérée et paniquée, elle parle de se faire du mal, elle prétend que tu es littéralement la seule personne qui peut la sauver de la prison. Linda, je te respecte sincèrement en tant que personne, mais ta fille a fait ses propres choix, elle a systématiquement volé des millions de dollars à des innocents tout en menant une liaison derrière mon dos, je ne l'aiderai absolument pas à éviter les conséquences de ses actes criminels. Mais Jessica n'en avait pas fini avec ses tentatives désespérées. Dès le lendemain, elle s'est présentée hardiment à mon immeuble de bureau du centre-ville. La sécurité de l'immeuble a appelé à l'étage pour me prévenir et j'ai spécifiquement donné l'instruction de la laisser attendre dans le hall mais de lui refuser absolument l'accès à mon étage. J'ai regardé les caméras de sécurité depuis mon bureau alors qu'elle restait assise là pendant plus de 2 heures,
pleurant constamment et vérifiant obsessivement son téléphone toutes les quelques minutes. Elle avait l'air absolument terrible, le stress et les ennuis judiciaires l'avaient visiblement vieilli d'environ 5 ans en seulement 3 mois. Finalement, j'ai décidé de descendre pour voir ce qu'elle voulait désespérément. « S'il te plaît, je t'en supplie, » dit-elle en se levant immédiatement, essayant de m'embrasser. Je me suis délibérément reculé. « Qu'est-ce que tu veux exactement, Jessica ?» Les larmes ont commencé à couler immédiatement comme un robinet. « Je suis incroyablement désolé pour tout, j'ai commis une énorme et terrible erreur, je t'aime tellement, je ferai absolument tout pour arranger les choses. Tu as systématiquement commis des crimes fédéraux tout en menant une liaison derrière mon dos, en quoi consiste exactement à arranger les choses selon toi ?» J'étais complètement confuse et manipulée. Richard m'a convaincu que nous étions vraiment amoureux, qu'il allait définitivement quitter sa femme pour moi. Je croyais sincèrement aider dans des transactions commerciales parfaitement légitimes. Tu as personnellement aidé à voler 2 400 000 $ à des retraités et à des familles innocentes. Tu as utilisé tes compétences en réseaux sociaux pour attirer systématiquement des victimes vers de faux investissements. Tu as menti à plusieurs reprises aux enquêteurs fédéraux et tenté de m'accuser de tes crimes. Elle s'est effondrée théâtralement à genoux, là, dans le hall animé de l'immeuble de bureau, sous le regard de dizaines de personnes assistant à ce spectacle pathétique. « S'il te plaît, je t'en supplie désespérément, si tu témoignes que tu contrôlais mes finances, que tu me menaçais, mon avocat dit que je pourrais obtenir une probation au lieu d'une prison fédérale, je ne peux absolument pas survivre en prison, je mourrai là-bas. Donc tu veux que je commette un parjure devant un tribunal fédéral pour t'aider à éviter les conséquences de tes crimes. Ce n'est pas vraiment du parjure si tu sentais sincèrement que tu me protégeais en gérant nos finances. » Je l'ai fixée avec une totale incrédulité, même face à 18 ans de prison fédérale, elle tentait encore désespérément de manipuler et de mentir pour échapper à la responsabilité de ses actes. « Jessica, je vais te donner un conseil complètement gratuit, arrête immédiatement de mentir, arrête de blâmer les autres pour tes choix, assume pleinement la responsabilité de tes actes criminels, coopère complètement avec les procureurs fédéraux et peut-être que tu recevras une certaine considération pour avoir enfin accepté ta responsabilité. Mais ils veulent que je témoigne contre Richard, si je fais ça, ses associés d'affaires vont certainement me prendre pour cible par vengeance. Alors tu aurais dû sérieusement réfléchir à ses conséquences avant de l'aider à voler des millions de dollars à des innocents. » La sécurité de l'immeuble a finalement dû l'escorter dehors lorsqu'elle a absolument refusé de partir volontairement. 2 jours plus tard, Kyle m'a appelé en PC depuis la prison du comté. Il avait de nouveau été arrêté pour violation des conditions de sa probation et voulait désespérément que je le libère sous caution immédiatement. « Écoute mec, ma sœur va sûrement aller en prison et ma mère a littéralement tout dépensé en avocats coûteux, j'ai désespérément besoin d'aide. Ce n'est absolument pas mon problème à régler. Allez, Jessica a dit que vous aviez passé de super bons moments ensemble, tu ne tiens pas du tout à sa famille. Ta sœur a systématiquement détruit notre relation en menant une entreprise criminelle tout en me trompant, pourquoi aiderais-je l'un d'entre vous? Elle a dit à tout le monde que tu étais contrôlant et abusif, peut-être que si tu n'avais pas été un tel crétin, elle n'aurait pas eu besoin de chercher du réconfort ailleurs. » J'ai immédiatement raccroché et bloqué son numéro définitivement. La dernière tentative désespérée est venue directement de Linda elle-même. Elle m'a appelé en pleurant de manière hystérique, me suppliant de reconsidérer ma position. « Je sais que Jessica t'a profondément blessé, mais elle reste ma fille, je ne peux pas supporter de la voir aller en prison fédérale pour 15 ans, n'y a-t-il vraiment rien que tu puisses faire, aucun témoignage que tu pourrais donner qui puisse l'aider? Linda, je me sens sincèrement désolé pour toi, tu sembles être une personne fondamentalement bonne qui, malheureusement, a élevé une fille sans aucun sens moral, mais Jessica ne m'a pas seulement blessé personnellement, elle a systématiquement blessé des dizaines de familles complètement innocentes. Certains retraités âgés ont perdu toutes leurs économies de toute une vie, une famille travailleuse a perdu entièrement le fonds universitaire de leur fille, elle ne mérite absolument ni clémence, ni sympathie. Et si je te payais une somme substantielle, il me reste encore des fonds de la vente de ma maison, je pourrais te donner 60 000 $ en liquide si tu l'aides à éviter la prison. Tu es littéralement en train de me proposer un pot de vin pour commettre un parjure dans une affaire criminelle fédérale, tu comprends que c'est aussi un crime grave. » Elle a immédiatement raccroché. La semaine dernière, Jessica et Richard ont tous deux été officiellement condamnés devant le tribunal fédéral. Richard a écopé de 20 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Jessica a écopé de 14 ans de prison fédérale plus l'obligation de rembourser intégralement toutes les victimes, pour un total de plus de 2 400 000 $. Le juge fédéral a spécifiquement noté, dans ses remarques lors du prononcé de la peine, que ces tentatives répétées de blâmer les autres et de mentir aux enquêteurs avaient directement conduit à une peine beaucoup plus sévère. Je n'étais pas présent à l'audience de condamnation, mais Linda m'a appelé ensuite en sanglotant de manière incontrôlable.
elle s'est complètement effondrée quand ils ont lu sa peine à haute voix, 14 ans de prison fédérale, elle aura 41 ans lorsqu'elle sera enfin libérée. Sa vie entière est complètement finie et détruite. Les vies de ces victimes innocentes avaient elles aussi été systématiquement détruites, certaines avaient absolument tout perdu. Elle demande désespérément si tu viendras la voir en prison fédérale, elle dit qu'elle t'aime encore et veut désespérément se racheter d'une manière ou d'une autre. Dis-lui que je lui souhaite bonne chance pour les 14 prochaines années de sa vie. Je ne suis honnêtement pas quelqu'un de vindicatif par nature, mais voir Jessica enfin affronter de vraies conséquences pour ses actes a donné l'impression qu'une véritable justice avait été rendue. Elle avait passé des années à utiliser systématiquement les gens, à les manipuler émotionnellement et à exploiter leur gentillesse et leur générosité. Elle pensait être bien plus intelligente que tout le monde et pouvoir mentir et manipuler pour se sortir de n'importe quelle situation ou conséquence.